Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire. Depuis le début de cette crise, c'est le 39e webinaire. Aujourd'hui, j'accueille Bernard Glob, vous êtes dirigeant de Temps Gagnant. Pour un sujet très intéressant, en tout cas qui me parle beaucoup, le temps de l'or que l'on gaspille. Je suis très intriguée par ce sujet depuis déjà quelques semaines, nous en avons parlé ensemble. Alors, je vous rappelle les règles du jeu, pour ceux qui ne les connaissent pas, nous avons 45 minutes à passer ensemble. Ce webinaire va être dense, avec beaucoup de choses, beaucoup de contenu. On risque peut-être de déborder un petit peu si vous avez un quart d'heure de plus. Nous resterons ensemble au moins pour une partie échange et questions-réponses. Je vous rappelle que les micros sont éteints, les caméras sont fermées également. Vous pourrez interagir via le chat. Je serai le relais de vos questions que je poserai directement à Bernard. Le support de présentation, il n'y en a pas. Aujourd'hui, c'est du live, c'est des questions, c'est un échange, c'est dynamique. Donc, pas de support présentation. En revanche, ce webinaire est enregistré. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube dès ce soir ou dès demain. Voilà, je vous ai tout dit. Bernard, c'est à vous. Bien. Eh bien, écoutez, je voulais démarrer avec une petite histoire morale qu'on aimerait peut-être tous avoir. Enfin, on voudrait que ça nous arrive à tous dans la vie au quotidien. Et cette histoire dit la chose suivante. Imaginez que chaque matin, une banque vous ouvre un compte de 1 440 euros. Simplement, il y a deux règles à respecter avec ces 1 440 euros. La première règle, c'est que tout ce que vous n'avez pas dépensé dans la journée, vous êtes enlevé le soir. Vous ne pouvez pas tricher, vous ne pouvez pas virer cet argent sur un autre compte, vous ne pouvez que le dépenser. Mais chaque matin au réveil, la banque vous réouvre un nouveau compte et à nouveau, vous avez 1 440 euros pour la journée. La deuxième règle, c'est que la banque qui vous met ces 1 440 euros par jour à disposition peut interrompre le jeu sans aucun préavis. À n'importe quel moment, elle peut tout arrêter, elle peut dire c'est fini, elle ferme le compte et il n'y aura pas d'autre compte. Alors, que feriez-vous si vous aviez 1 440 euros tous les jours à dépenser? Déjà, je pense qu'on n'aurait plus de soucis de vie économique, mais surtout, peut-être qu'on voudrait se proposer de se faire des choses de l'ordre du plaisir. Peut-être que l'on voudrait offrir des cadeaux à des gens qui nous plaisent et que l'on aime. En fait, si maintenant vous transportez les 1 440 euros en se disant c'est 1 440 minutes que j'ai par jour, eh bien, vous diriez que nous disposons d'un temps incroyablement infini et que dès le réveil le matin, nous avons ces 1 440 minutes à dépenser dans la journée. Et quand elles sont passées, on ne peut pas revenir en arrière. Donc du coup, je voulais démarrer par cette petite histoire simplement pour planter un petit peu le décor, c'est que nous avons du temps, nous en dépensons beaucoup, mais nous n'avons pas toujours conscience de la façon dont nous le traitons et ce que nous en faisons. Et parfois même, peut-être qu'on pourrait imaginer le gâcher ou ne pas en prendre compte. Et en fait, si on va un petit peu plus loin que ça, on se rend compte que nous faisons les mêmes choses depuis 50 ans et plus. Je dirais nos grands-parents étaient aussi dans la même logique. Sauf qu'aujourd'hui, le temps a deux différences. On a inventé le numérique. Et si je reprends cette logique du numérique, je vous rappellerai juste une petite chose, c'est qu'il y a 48 ans maintenant, c'était en 1972, un garçon qui s'appelle Ray Tomlinson a inventé un protocole de discussion entre deux ordinateurs, ce qui fait qu'on peut se parler aujourd'hui à distance. Et du coup, le numérique, le digital nous a envahis, on l'a dans nos poches, on l'a tous les jours, on l'a sur les oreilles, on l'a sous les yeux à toutes les minutes de la vie. Et il nous a embarqués dans quelque chose, c'est ce qui fait que nous allons de plus en plus vite dans ce que nous faisons. Donc, on peut considérer qu'en 50 ans, on a notablement accéléré le temps. Et plus que ça, en définitive, on a passé notre temps à comprimer le temps. Ce qui fait qu'on passe beaucoup d'énergie, la nôtre d'énergie, celle des autres, uniquement à rechercher du temps. Et un des objectifs qu'on pourrait se fixer aujourd'hui, c'est de se dire comment en 45 minutes arriver à une véritable maîtrise du temps. Et quand je dis maîtrise du temps, je ne peux pas le développer aujourd'hui, ça prendrait trop de temps, mais c'est simplement de se dire que je voudrais ne plus subir le temps imposé par les autres et donc reprendre un petit peu la maîtrise pour moi-même. Donc, on va peut-être réenvisager un rapport au temps avec un peu de vigilance, avec beaucoup de conscience,
pour voir de quelle manière les technologies nous amènent à avoir de nouveaux réflexes. Et en fait, tout est là dans l'idée du temps. Si vous êtes dans l'idée avec ce webinaire que peut-être vous aurez quelques astuces, quelques trucs qui pourraient vous changer la vie à partir de cet après-midi ou demain matin, il y a un peu du vrai, mais il y a beaucoup de faux. C'est qu'en définitive, on attend toujours après les outils de nous changer quelque chose. Et l'idée de fond, c'est peut-être plus que les outils, c'est changer notre comportement au temps. Donc pour aller là, je vais prendre simplement une petite anecdote que je raconte souvent en formation. C'est imaginer que vous avez pour travailler une vieille machine à écrire Japi qui est sur votre bureau, bien lourde, bien pesante, et puis vous mettez votre papier, vous tapez comme un forcené sur les touches pour imprimer chaque lettre sur la feuille de papier. Et puis, avec un grand coup, vous faites un retour chariot pour passer à la ligne suivante. Et que du jour au lendemain, on vous change votre machine à écrire Japi par un ordinateur portable. Si vous continuez de taper sur votre clavier du portable avec la même frénésie que celle que vous aviez sur la machine à écrire, vous allez défoncer votre clavier. Et si en plus de ça, vous faites retour chariot, il y a de fortes chances que vous mettiez votre clavier par terre. Et en fait, on est complètement là dans changer son rapport au temps. C'est-à-dire que j'ai un nouvel outil, eh bien, je vais m'adapter à un nouveau comportement avec le nouvel outil. Donc, dans cette logique d'apprendre à réharmoniser notre rapport au temps, on va être dans l'utilité de comprendre que pour réapprendre, il faut commencer par désapprendre. Et un des éléments, on va dire, fonciers qui nous arrive depuis 3 mois maintenant, c'est que depuis mi-mars, on a tous été confinés. On s'est tous retrouvés avec des grands questionnements sur comment entreprendre notre travail, comment continuer notre activité, comment ne pas perdre de chiffre d'affaires, comment ne pas perdre nos clients. Et en définitive, ne serait-ce que pour des métiers comme le mien où on est souvent en formation, c'était de se dire je vais passer du présentiel au distanciel et d'arriver à se mettre dans la peau de quelqu'un qui va travailler à distance, à travers un écran, à travers des petites icônes partagées où on va voir nos clients, mais on ne sera plus à côté d'eux pour pouvoir leur parler et interagir comme on le fait habituellement. Par contre, derrière tout ça, il y a quand même une consistance qu'il ne faut pas oublier, c'est que le temps est immuable. Le temps est immuable et je voudrais juste vous dire que on a deux mots qui sont importants dans la logique du temps. Le premier, c'est le mot du chronos et le deuxième mot, c'est le mot du kairos. Et quand je parle de chronos, j'entends la dimension du temps à consonance mathématique. L'homme a divisé le temps et l'a organisé en 60 minutes pour 1 heure, 3600 secondes par heure, et on est tous capables aujourd'hui de travailler avec le temps. La meilleure des choses qu'on peut voir d'ailleurs, c'est que si on se ramène aux Jeux Olympiques, par exemple en 1924, lorsque le 100 mètres était couru, les chronomètres comptaient au dixième de seconde. Et c'était déjà extraordinaire. Aujourd'hui, on ne se satisfait même plus d'être au millième de seconde. On a des photos finish qui nous font l'affichage où on voit dans le détail de est-ce que la main, la tête ou le pied a passé le premier la ligne, et on arrive à décomposer le temps dans des fractions infimes. Mais plus on décompose dans des fractions infimes, plus ça nous amène à être dans cette compression du temps et d'en subir les outrages et les conséquences. Donc là, la première dimension, c'est le chronos. La deuxième sur laquelle on va pouvoir réfléchir un peu, c'est la notion du kairos. La notion du kairos, c'est en fait comment je vis l'instant. Et selon que je passe un bon moment ou un mauvais moment, je vis l'instant bien ou pas bien. Selon que j'ai un long trajet à faire et que je suis assis à côté de quelqu'un qui fait du bruit et qui peut-être n'a pas pris une douche depuis longtemps, peut-être que je vais trouver le temps de ce trajet un petit peu long. Mais par contre, si je suis assis à côté d'une personne, un homme, une femme, dont les qualités esthétiques m'attirent, je vais trouver que le temps n'est peut-être pas assez long, voire même peut-être que je louperai mon arrêt de bus. Donc, le temps n'a pas la même consistance. Il y a un adage chinois qui dit « 9 femmes ne font pas un enfant en 1 mois ». Et aujourd'hui, on voudrait arriver à complètement casser cette dynamique de se dire qu'on va, ne serait-ce que par les biotechnologies, modifier nos comportements et faire en sorte que peut-être 9 femmes arrivent à faire un enfant en 1 mois. Et en fait, l'immuabilité
du temps fait qu'aujourd'hui, c'est encore impossible et je dirais presque tant mieux. Ça nous ramène à ce qui est simplement l'essentiel et on va essayer de rester en considération de ça. Par contre, le temps, au-delà du chronos et du kairos, il est lié aussi à notre éducation. Et là, l'éducation, vous allez peut-être vous reconnaître les uns les autres. Et, il y a ce qu'on appelle, alors c'est un anglicisme, hein, en tout cas j'ai très peu de mots pour l'instant et je ne suis pas en chercher des nouveaux pour pallier cet anglicisme, ce sont les earliers et les laters. Alors, ce n'est pas des équipes de basket hein, dont on parle là, c'est simplement pour dire il y a les gens qui sont les très tôt et les trop tard. Et en fait, selon la façon dont on a été éduqué, selon la façon dont nous nous sommes éduqués, selon la façon dont on a travaillé dans le temps de nos études, par exemple, on interagit différemment avec le temps. Et en fait, on a inscrit ces comportements de façon très rationnelle et très profondément ancrés en nous. Ce qui fait que, par exemple, lorsque nous étions à l'école, ne serait-ce que dans le secondaire, on attendait soit à la dernière minute pour réaliser un devoir et le rendre le lendemain matin, ou des fois même le faire le matin dans le bus pour être sûr qu'il puisse être réalisé, voire même des fois on y allait vaille que vaille avec tout ce que l'on pouvait avoir en soi d'énergie et de force en se disant ça passera très bien si je le fais comme ça. Et en fait, il y a des gens qui vont au combat en disant leur talent fera le reste. Et puis, il y a ceux qui ont toujours eu besoin de travailler en programmant leur travail, en le mettant à disposition d'un agenda, d'un outil et d'un cahier de texte quand c'était le collège ou le lycée, et qui programmaient leur travail et le réalisaient avec un temps d'avance. Et en fait, quand on se confronte au travail en entreprise, on se retrouve exactement dans la même logique. C'est que quand on a pris l'habitude de travailler à la dernière minute, il y a de fortes chances qu'on continue de travailler à la dernière minute. Et ceux qui n'ont pas eu l'habitude de travailler à la dernière minute se trouvent confrontés et souvent mis en stress par tous ceux qui les confrontent de travailler à la dernière minute. Et dans d'autres cas, ceux qui travaillent avec un peu de préséance, avec la mise à disposition du temps, avec de la prévoyance, se retrouvent à relancer de façon assez permanente ceux qui, d'un autre côté, n'ont pas prévu du temps pour le faire et attendent la dernière minute. Donc on se retrouve avec des problèmes au niveau de l'organisation du travail au sein des entreprises. Alors, ceci va nous relier à l'agenda. Donc du coup, peut-être Charlène, on peut lancer un sondage autour de ça, Oui. sur l'agenda. Parfait, c'est parti. Je lance la question sur l'agenda, concernant mon agenda. Hop. Alors, j'espère qu'elle se lance bien. Normalement, vous devez la voir. Plusieurs réponses vous sont proposées. Je n'en ai pas. J'en ai un, mais il ne me sert pas. Je m'en sers de pense-bête. Il me permet de noter mes réunions ou alors je note tout dedans sur ce que je fais. Voilà, on vous laisse quelques secondes encore pour répondre en cliquant directement dans le sondage. Allez, je ferme le sondage. Vous êtes plus de 90% à avoir répondu. Hop, je ferme. Vous nous donnez les résultats immédiatement, Charlène? Voilà. Je vais afficher les résultats. Vous êtes 48% à dire je note tout dedans sur ce que je fais. 40% répondent il me permet de noter mes réunions. 13% je m'en sers de pense-bête. Et 0% pour les deux premières options. Ok. Voilà. Bien. Alors, en fait, simplement pour réenclencher par rapport à ce sondage, merci Charlène, on a 4 phases d'organisation du temps avec notre agenda. Et en fait, la première phase, qui est la phase 0, c'est je n'ai pas d'agenda. Au mois de janvier, j'étais en conférence dans les Alpes et j'ai un dirigeant qui m'a dit mais moi j'ai pas d'agenda, j'ai tout dans la tête. Et je lui ai dit mais tout dans la tête c'est très bien. On va dire c'est très bien tant qu'il n'y a pas de poteau. Parce qu'à partir du moment où on se paye un poteau et qu'on perd la mémoire, on risque de perdre tout ce qui est le contenu de son travail à produire. Et s'il n'est pas noté dans l'agenda, on n'a aucun moyen de le retrouver. Donc, phase 0, j'ai pas d'agenda. La phase 1, c'est j'ai un agenda, mais en fait, je m'en sers assez peu dans le quotidien. Il est souvent rempli par les autres. Quand j'entends souvent rempli par les autres, je veux dire par là que c'est souvent un agenda qui est en ligne, qui est sur base Google, Outlook, Lotus Notes et Mozilla, Thunderbird, etc. Il y a énormément d'outils de ce côté-là.
Et comme il est mis à disposition d'un système communautaire au sein de l'entreprise, ce sont les autres qui me programment des réunions à l'intérieur. Et de temps en temps, je le regarde, mais pas systématiquement. Et en fait, ce qui fait que je trouve crédit avec des participants en formation, en accompagnement, en coaching, c'est simplement qu'on rentre dans la phase 2 avec la nécessité d'utiliser son agenda d'une façon un peu plus foncière. Et à ce moment-là, dans son agenda, c'est de noter ces informations et de le remplir souvent au maximum de ce qui est possible. Et là, je dirais, on revient dans une logique qui correspond à 3 générations du temps. La première génération du temps, c'était l'après-guerre, après, la fin des années 40. On n'avait pas forcément besoin d'agenda et on s'est dit quand même, il y a la France à reconstruire, on va commencer à planifier les choses. Et ensuite, la phase qui a suivi et qui a amené dans les années 70, c'était la période du time system. Et là, j'ai d'éminents confrères qui ont travaillé sur la gestion du temps et qui ont promu les produits time system en France, dans le monde partout, mais surtout en France. Et à ce moment-là, on rentrait tout ce que l'on pouvait à l'intérieur de son agenda, toutes les activités. Et en fait, son agenda, c'était un véritable puzzle avec des pièces qui étaient les unes derrière les autres tout au fur et à mesure de la journée. Et on remplissait sur 10, 11 ou 12 heures par jour tout ce qu'on pouvait noter. Et en fait, on se rendait bien compte d'un moment donné que tout ça volait en éclats parce que ça ne pouvait pas tenir. Et on est passé à une nouvelle génération de gestion du temps. Et là, elle a démarré cette génération au moment où moi j'ai commencé de travailler ce métier du temps, c'est-à-dire les années 90, avec l'avènement. Alors, le moment charnière, ça pourrait être le mur de Berlin. Quand c'est en 89, quand le mur de Berlin est tombé, on est vraiment rentré dans une autre dimension, c'est-à-dire prenant conscience de la dimension humaine dans la façon de noter les choses dans son agenda. Et en fait, cette phase 2 dont je parlais tout à l'heure sur les 4 phases d'organisation du temps avec son agenda, c'est simplement de se dire qu'on est rentré dans une phase du Tetris et on a besoin de passer à une autre dimension que celle du Tetris. Et donc là, avant d'arriver à cette dimension qui est la phase 3 dont je vais vous parler dans 2 minutes, c'est simplement de se dire que très souvent, notre agenda, on le complète au maximum de ce que l'on peut mettre à l'intérieur et on se met une énorme pression sur les épaules. Et la pression qu'on se met sur les épaules, elle est essentiellement due à nous plus qu'à toutes les personnes qui pourraient nous la mettre. Et simplement pour une raison toute simple, c'est que plutôt que de demander pour quand est à faire ce travail, on te dit t'inquiète pas, je vais le faire tout de suite. Et donc, du coup, la dernière chose arrivée est la première mise en œuvre. C'est-à-dire, on est dans un système LIFO. Le dernier arrivé est le premier servi. Last in, first out. En définitive, on devrait pratiquer comme le dentiste. Quand vous allez voir votre dentiste, il vous programme un rendez-vous alors que vous avez super mal aux dents pour dans 3-4 semaines, si ce n'est pas dans 2 mois. Et là, vous commencez à hurler de douleur au loup en disant « mais c'est pas possible d'avoir un rendez-vous dans 2 mois ». Et plus vous hurlez fort, plus il revient en arrière, jusqu'à un moment donné, il va comprendre que peut-être vous avez vraiment très mal et il vous propose un rendez-vous pour la fin de la journée. Simplement déjà pour calmer la douleur. Mais ça n'empêchera pas qu'il mette un petit protocole en route de rendez-vous avec vous pour faire un nombre de soins qui prendra dans le temps. Et en définitive, il serait assez intéressant que vous puissiez proposer à votre organisation du travail de se mettre dans la logique du dentiste. C'est-à-dire, chaque fois que quelqu'un vous réclame du temps, plutôt que de lui dire, et même si ses yeux sont très beaux, ça serait bien qu'on se voit tout de suite, eh bien, ça serait de le programmer dans le temps en fonction d'une activité qui se serait déjà répartie dans votre activité d'agenda. Alors, je n'ai pas vos réactions, je ne vous vois pas, mais j'imagine aisément Alors, que… Oui, Bernard, vous avez des j'ai une réactions, première. Pardon? vous avez des réactions? Oui, j'ai Slim qui nous dit que c'est pas un bon dentiste celui-ci, en plaisantant bien sûr. Ensuite, j'ai une question de Arnaud un petit peu plus complexe qui nous dit les earlier et les later sont souvent catégorisés et nous avons soi-disant besoin de faire partie d'une catégorie de personnes. Dans le livre Miracle Morning, je ne sais pas si vous le connaissez, Bernard, de Hall Elrod, il est dit que nous pouvons réellement nous conditionner comme on le souhaite, avec un conditionnement mindset. Qu'en pensez-vous, Bernard? Alors, franchement, je n'ai pas lu ce bouquin, donc j'en sais rien du tout au-delà de ça. Euh, le mot conditionné me plaît assez peu, en définitive. J'aime bien l'idée d'avoir un temps de réflexion pour se proposer de choisir de nouveaux comportements plutôt que de se conditionner. Parce que conditionner me semble très pavlovien dans la démarche. Et à un moment donné, ce qui est trop conditionnant
fera qu'on aura envie de casser le système pour revenir à quelque chose qui nous semblera plus dans la liberté de vivre. Et je crois que ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'époque post-mur de Berlin, c'est simplement pour dire que la prise de conscience de l'homme fait qu'on a envie de vivre des choses et d'en profiter. Et donc, c'est pour moi à l'opposé de la logique du conditionnement. Voilà Ok, pour répondre à ça. Vous très avez d'autres bien. questions? Non, non, Slim nous dit le temps et le sens plutôt que le conditionnement, en effet. Voilà. Alors après, effectivement, mettre du sens dans ce qu'on fait, faire des choses qui nous intéressent, pour moi, c'est la simple cohérence du système, hein, c'est-à-dire être dans l'accord entre nos valeurs et les actes que l'on va produire dans le quotidien. Et là, il y a quelque chose de foncier, c'est-à-dire que si on commence à se laisser embarquer dans des actions qui ne sont pas celles dont on a envie, notre temps va vite devenir assez pénible. Et c'est trop souvent ce qui se passe dans les entreprises où on se laisse contraindre, où on se contraint soi-même à des actions qu'on n'a pas envie de traiter. Et donc, du coup, on n'est plus dans le bon travail. Voilà. Mais je m'arrête là sur ce point de question. Je reviens sur la logique de pression et de la technique du dentiste pour passer aussi à un autre élément. C'est qu'à partir du moment où nous allons noter dans notre agenda tout ce que l'on a à faire, l'homme a un paradoxe. Les femmes aussi. Hein. Quand je dis l'homme, c'est l'homme avec un grand H. Hein. L'homme a un paradoxe, c'est qu'on a le besoin de tout noter pour ne rien oublier, mais à partir du moment où on devrait vivre les choses telles qu'elles sont notées dans l'agenda, on a juste une envie, c'est de les faire voler en éclats pour faire autre chose. Ce qui fait que du coup, le conditionnement dont on parlait il y a quelques minutes, il y a quelque chose qui pourrait se mettre en ordre par rapport à ça, en se disant que peut-être il faut arriver à lutter un petit peu contre ce paradoxe et de se dire que si j'ai noté des choses dans mon agenda, ça prend peut-être un sens et une valeur qui font que parce que je l'ai noté, je vais le faire. Si on se dit ça, nous qui sommes lyonnais, on va dire ça à la grenobloise. Si j'y dis, j'y écris. Et parce que j'y ai écrit, j'y fais. Alors j'y fais. Donc ça serait dans cette teneur-là. Tout à l'heure, je parlais des 4 phases d'organisation. Il me restait la troisième à prendre. La phase 3, c'est celle de prendre de la hauteur. Celle qui va intégrer qu'on est dans, on va travailler dans la durée. On va devenir serein avec son outil et son temps. C'est-à-dire qu'en définitive, on est capable de challenger chaque action qui nous sont proposées pour dire je le fais ou je ne le fais pas. Et là, ça devient intéressant parce que chacun a son libre arbitre pour pouvoir décider de ce qu'il va mettre en œuvre ou ne pas mettre en œuvre. J'ai décidé d'aller travailler ou j'ai décidé de ne pas travailler. J'ai la chance de ne pas être contraint à aller travailler, je peux m'organiser pour peut-être prendre du temps pour ne pas travailler. Je sais qu'à un moment donné, je dois mettre un gros coup de bourre parce que j'ai un gros dossier à traiter. Eh bien, peut-être que je vais mettre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie dans un temps donné pour ce dossier, mais peut-être que je vais me rattraper un petit peu de temps derrière pour pouvoir faire autre chose. Donc, on revient ici sur la question de l'agenda comme élément support, comme meilleur ami de chacun de nous pour travailler dans son quotidien. Et alors, je voudrais vite balayer un petit point de détail, mais qui a toute sa force dans la société que nous sommes, c'est la question de la monochronie ou de la polychronie. C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on est capable d'être monotâche ou multitâche? Et on sait tous que l'homme est reconnu pour être monotâche, on fait qu'une seule chose à la fois, et de toute façon, on ne peut pas faire plus, et puis que les femmes sont capables de faire beaucoup de choses à la fois. Eh bien, bonne nouvelle, mesdames, vous êtes comme la jante masculine. On ne fait bien qu'une seule chose à la fois. La seule différence, c'est qu'on est séquentiel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a enclenché plusieurs tâches, on n'est que sur une seule tâche à un instant et on ne passera qu'à une autre tâche ensuite. Je vous laisse l'image. Si vous avez sur votre ordinateur ouvert une douzaine ou une quinzaine d'onglets pour faire un nombre d'activités incroyables, vous allez vous rendre compte que l'ensemble de ces onglets, vous n'êtes que sur un seul à la fois, vous ne pouvez pas être sur deux à la fois. Eh bien, c'est de cet ordre-là. Après, si je pousse le bouchon un petit peu plus loin en restant dans ce domaine, nous pourrions parler de notre cerveau. Et notre cerveau, alors je ne vais pas vous faire le détail parce que je ne suis pas du tout un spécialiste sur le cerveau, mais je retiens l'idée qu'on a deux cerveaux essentiels. On a un cerveau limbique et on a un cerveau cortical. Et en fait, on ne les utilise pas forcément correctement dans notre quotidien et il y a un vrai lien avec la gestion du temps. Le préfrontal cortex, qui est le siège de nos émotions, de la créativité, mais surtout du lieu des prises de décision et des résolutions de problèmes,
est un organe qui s'enrichit d'une énorme énergie, mais qui s'épuise extrêmement vite aussi. Et à côté de ça, nous avons le cerveau limbique qui, lui, nous permet des actes plus rituels, plus automatiques. Savoir conduire, monter sur son vélo et savoir pédaler, savoir où j'ai rangé le sel dans ma cuisine. On a un certain nombre d'actes automatiques que l'on traite. Et en définitive, dans notre gestion du temps, on se rend compte que nous sollicitons notre préfrontal cortex, simplement pour gérer des actes automatiques du quotidien. Donc, en fait, on épuise notre belle énergie à des choses qui n'en valent pas la peine. J'entends par là, quand nous démarrons nos journées en traitant des dizaines et des dizaines de mails, et quand je dis traiter, je suis gentil parce que c'est souvent en lisant les mails, mais en ne les traitant pas. C'est-à-dire, j'en prends connaissance et au bout d'une heure et demie, je me suis bien épuisé le cerveau. Je sais que je connais tous mes mails, mais je n'ai pas vraiment répondu aux mails. Et en fait, quand je suis bien épuisé, je laisse mon cerveau limbique prendre le relais pour ensuite gérer des actes automatiques, alors qu'en définitive, c'est maintenant que je devrais travailler sur des actes automatiques, mais je vais me mettre à travailler sur un sujet important où ma créativité devrait être en place. Et elle ne sera pas là, puisque je l'ai épuisée avant à traiter mes mails. Et donc, une des données que vous pourriez utiliser pour travailler correctement votre quotidien, ça serait déjà de ne pas démarrer votre journée par traiter les mails. Mais commencez votre journée par traiter un dossier important sur lequel vous avez une valeur ajoutée à apporter. Gros intérêt de la situation sur le mental, quand vous avez traité ce sujet, vous avez un ciel bleu dans la tête. Alors que quand vous n'avez pas traité ce sujet, il se passe quelque chose d'incroyable, c'est que vous avez le sentiment, vous aurez le sentiment permanent d'avoir toujours des nuages noirs au-dessus de la tête en disant « j'ai passé mon temps à procrastiner pour faire plein d'actions qui étaient intéressantes et utiles pour moi, mais qui ne sont pas les bonnes. » Et en définitive, le travail qui était important, eh bien, vous allez le ramener ce soir à la maison. Et puis, vaille que vaille, vous allez peut-être abandonner l'idée de voir un match à la télé, de regarder un film, de partager du temps avec votre compagnon ou votre compagne. Et à ce moment-là, vous allez simplement traiter votre travail que vous auriez pu faire dans la journée. Et pour autant, quand je vous dis ça, je ne suis pas contre que vous rameniez du travail à la maison. Il y a 15 ans, 20 ans en arrière, je disais complètement l'inverse. Et aujourd'hui, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule en disant de temps en temps, c'est bien de pouvoir partir peut-être à 17 heures pour aller s'occuper de ses enfants, surtout quand ils sont jeunes, et savoir peut-être reprendre une heure et demie de travail personnel le soir, hors des rangements, sans envoyer les mails, mais en les préparant, de façon à pouvoir être tranquille d'assumer le travail de son quotidien. En clair, il n'y a rien à la télé. Pourquoi sans envoyer les mails, Bernard? Pardon? Pourquoi vous dites sans envoyer les mails? Pourquoi je dis sans envoyer les mails? C'est qu'on génère une pression dans le système si on envoie les mails à 20h, 21h, 22h, 23h le soir, voire des fois même certains encore plus tardifs que ça, qui les envoient à 2-3 heures du matin. Et ça génère une pression pour ceux qui les reçoivent de se dire « mais moi je ne fous rien parce que la nuit je dors ». Alors qu'en définitive, il serait assez urgent et important de dormir la nuit. Donc, du coup, utilisez les techniques d'envoi différé pour dire je prépare des mails le soir et le matin à 7h, 8h ou 9h, peu importe, j'envoie les mails qui vont bien et que j'ai préparés la veille. Ça donne peut-être même un avantage supplémentaire de les relire s'il le faut. Et des fois, on a des petites surprises quand on se relit. Ok, j'ai une question d'Elodie là dans le chat qui nous demande, elle n'a pas suivi, quel est le nom, enfin qu'est-ce que vous avez dit sur la phase 3? Je n'ai pas réussi à le répéter. Quelle est la phase 3? Quand je parlais de la phase 3 tout à l'heure sur les 4 phases d'organisation, c'est la phase où je prends définitivement de la hauteur sur mon agenda. C'est-à-dire, j'arrête de remplir mon agenda avec tout ce que je peux y mettre dedans en le bourrant au maximum. Là, non. Je vais prendre de la distance et je vais choisir ce que je veux mettre à l'intérieur. Okay. Et ça change toute la donne. C'est-à-dire que je suis acteur de mon système. D'accord. Pierre-Antoine nous demande aussi, finalement, l'agenda est une métrique qui ne doit pas être forcément suivie à la lettre, mais qui nous permet de mesurer la qualité de notre organisation par rapport à ce qui est fait en le comparant à ce qui est noté. Oui, alors là-dessus, très intéressant. On n'a pas tous besoin de ça dans nos métiers, mais je me rends compte que l'agenda, il a un intérêt prévisionnel et il a un intérêt sur le travail réalisé. Et certains métiers aujourd'hui ou certaines activités ont besoin de ce métrique pour pouvoir vérifier le travail qui a été produit et la durée du travail produit. Et puis, à d'autres fins, quand on est dans son activité personnelle,
on est des fois satisfait de savoir qu'on s'était programmé 2 heures sur un sujet et qu'en définitive, il a fallu y passer 3 heures. Et donc, du coup, de pouvoir le mesurer dans la durée. Voilà. Alors, juste pour reprendre dans la suite de ça, je voulais donner juste un petit mot sur le… je vais revenir sur l'agenda parce qu'il y a des points intéressants là-dessus, mais c'était simplement pour dire aussi que notre temps, il n'est pas relié qu'à l'agenda, il est relié aussi à notre rythme biologique. Et que nous avons dans la journée des moments où on a une meilleure acuité que d'autres, et peut-être qu'entre notre capacité cérébrale avec notre préfrontal cortex et notre rythme biologique, il est intéressant de vérifier quels sont les moments où je peux produire la meilleure énergie pour faire le meilleur travail. C'est-à-dire, où est-ce qu'à un moment donné, intellectuellement, je suis le meilleur pour moi-même et donc pour le travail que je vais rendre aux autres. Voilà. Après, maintenant, si vous voulez bien, je voudrais aller sur des questions liées à l'agenda et le contenu de l'agenda. Parce que je vois que le temps passe et ça va assez vite. On a un agenda et un seul pour toutes ses vies. Et avec le numérique aujourd'hui, c'est très compliqué. Je ne peux pas développer non plus aujourd'hui ici, mais quand je dis un seul agenda, si vous avez un agenda sur l'ordinateur et un agenda sur votre téléphone portable et que les deux sont synchronisés, pour moi, c'est un seul agenda. Mais si vous avez plusieurs agendas qui sont séparés, ça ne passe pas. Parce qu'à un moment donné, on a des bouts de vie d'un côté, des bouts de vie de l'autre. Et globalement, l'idée d'un agenda, c'est que c'est une règle graduée à mesurer du temps. Donc, on revient sur la notion du métrique de tout à l'heure. Et agender, si je prends le nom en latin, ça veut dire ce que j'ai à faire. Donc, je vais noter à l'intérieur de mon agenda tout ce que j'ai à faire. Et là, il y a 4 éléments à noter à l'intérieur de l'agenda. Donc, je vais les balayer assez vite, mais au moins pour qu'il y ait un temps de compréhension autour de ça. Le premier, très facile, parce que c'est souvent les autres qui nous l'imposent, c'est le temps des réunions et le temps des rendez-vous qu'on va inscrire à l'intérieur de notre agenda. Donc ça, il y a un seul point, le temps des réunions. Et quand je planifie une réunion, je vais être attentif de fixer un début et une fin. Et la fin tenant compte de l'ordre du jour qui a été défini. Et globalement, l'idée, c'est de tenir les réunions. Aujourd'hui, ça ne se passe pas trop mal, ça. Pour la raison simple, c'est que comme les salles de réunion sont souvent surbookées au sein des entreprises, les arrivants à une réunion attendent devant la porte et foutent dehors ceux qui sont trop tardifs à l'intérieur. Donc, du coup, ça ne se passe pas trop mal. Mais globalement, c'est bien de mettre un temps pour ces réunions. Deuxième point, c'est notifier à l'intérieur de son agenda les temps de trajet. C'est-à-dire que si je dois me déplacer et que j'ai 1 heure de temps de trajet, je vais matérialiser le temps de trajet pour aller dans le lieu où je vais. Troisième élément, et là on rentre dans vraiment le cœur du réacteur au niveau de l'agenda, c'est que la première personne qui devrait être présente dans son agenda et qui souvent en est fondamentalement absente, c'est soi-même. Donc, ça veut dire, dans mon agenda, je vais commencer par noter le temps de mes rendez-vous avec moi-même. Et quand je dis rendez-vous avec moi-même, c'est simplement pour dire que si j'ai un courrier à écrire, je vais planifier du temps pour ça. Si j'ai un PowerPoint à réaliser, je vais me planifier un temps pour celui-là. Si j'ai un fichier Excel à compléter, à remplir, ou une présentation à faire pour un client, je vais préparer du temps pour ça. Et je vais qualifier ce temps-là dans mon agenda. C'est-à-dire, je ne fais pas une réserve de temps globale, je fais une réserve de temps spécialisée pour un sujet particulier. Et ça, c'est la notion de rendez-vous avec soi-même. Et pour rejoindre ce qu'on disait il y a quelques minutes, la grande difficulté de planifier du temps avec soi-même dans son agenda, c'est que très souvent, on se trompe du simple au triple sur la qualité du temps qu'on pourrait donner aux choses. Entre le travail que j'aime et le travail que je n'aime pas. Simplement, rien que pour ça. Un travail qu'on n'aime pas, non seulement on a tendance à le repousser, mais en plus de ça, qu'est-ce qui se passe? On va grandir le temps et on va penser qu'il va imploser notre journée. Et c'est ce qui fait qu'on va traiter ce que j'appelle des PMAT, des petites merdouilles à traiter, qui vont, ces petites merdouilles à traiter, me focaliser sur ce qui n'est pas du tout essentiel, aux dépens de ce qui est essentiel et que je ramène à la maison le soir. Donc, planifier du temps de rendez-vous avec moi-même et sur la durée nécessaire est fondamental dans la gestion de son temps. Et le dernier point que je voulais donner sur les 4 éléments que l'on met à l'intérieur de son agenda, c'est que, et là ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les phases du temps et l'après-mur de Berlin, c'est qu'en fait on va se donner du temps pour avoir un peu de disponibilité. Et ce temps de disponibilité, il est simplement lié à accueillir l'imprévu. Et donc, le 4e élément qu'on va mettre dans l'agenda, c'est accueillir de l'imprévu.
Accueillir de l'imprévu, ça veut dire simplement que tous les jours, nous allons avoir des personnes qui vont venir nous déranger, vont venir nous voir, qui vont nous solliciter. Et si on n'a pas de temps à leur consacrer, ça ne va pas forcément bien se passer. En tout cas, soit ils nous sollicitent et on ne peut pas faire le travail qu'on a prévu, soit ils ne nous sollicitent pas et ils nous interrompent. Et à ce moment-là, si on ne fait pas le travail qu'on a prévu, c'est qu'on fait le travail qu'eux ont demandé. Et en définitive, l'idée de l'imprévu, c'est de s'en planifier. Et quand je dis planifier, ça veut dire vraiment le noter dans l'agenda, une plage libre qui permet de jouer à une zone de tampon au fur et à mesure de sa journée en fonction de ce que j'ai prévu. Et un manager, il ne faut pas se leurrer, un manager opérationnel, c'est 50% de son temps qui est de l'imprévu dans la journée. Ce qui veut dire que s'il planifie la moitié de sa journée, il laisse l'autre moitié vide. Globalement, un collaborateur, pardonnez-moi de dire comme ça, lambda au sein de l'entreprise, son temps d'activité d'imprévu par jour, ça tourne entre 25 et 30% du temps. Mais sur une journée de 8 heures, 30% du temps, c'est 2h30 quand même. Donc ça veut dire que je planifie 2h30 à rien qui vont être remplies par les autres au fur et à mesure de ma journée. Voilà simplement à dire sur ce sujet de l'imprévu. Et ne jamais oublier de le planifier, il vient en rapport du taux de remplissage que j'ai. C'est-à-dire que si j'ai rien à faire, le premier souci, c'est de trouver du travail. Si j'ai trop à faire, c'est de planifier de l'imprévu pour éviter de condenser trop. Oui, Charlène. Alors, j'ai pas mal de questions sur le chat. Donc, c'était une question d'Elodie. Comment faire passer le message à son manager qu'on ne traite pas les emails en arrivant, mais un peu plus tard? Car dans le quotidien, beaucoup ne comprennent pas le point que vous venez de préciser tout à l'heure. Alors, présomptueusement, je dirais d'abord, on peut se faire une petite formation autour du sujet avec le manager inclus. Ça permet de remettre tout le monde d'aplomb. Mais c'est vraiment la prise en compte d'une priorisation du travail plus qu'une priorisation de l'information. Et en fait, je n'ai pas pu développer ça sur le temps que nous avons aujourd'hui, mais on a 3 niveaux d'information qui sont le verbal, l'écrit et le numérique. Et aujourd'hui, on est enseveli d'informations. Et plus on traite de l'information, moins on fait du travail. La question à poser à son manager, c'est est-ce que tu préfères que je réponde à des mails qui ne sont pas forcément des choses qui sont utiles, ou est-ce que plutôt on aurait plutôt tendance à se faire une réunion qui supprimerait un certain nombre de mails de façon à ce qu'à côté, nous puissions travailler sur le contenu de notre activité. Donc, c'est un peu une réponse un peu punchy là que je fais, mais ça mérite beaucoup de développement, cette question-là, en définitive. Parce que c'est toute l'organisation du travail d'une journée au sein d'une équipe, et en fonction de l'activité de l'équipe, certaines équipes ont nécessité de démarrer par les mails. Quand il y a des activités, je repense à des entreprises à Grenoble qui sont dans le monde de la microélectronique, où ils travaillent beaucoup avec des logiques d'équipe. Le fait de démarrer par les mails permet de voir ce qui s'est passé avec l'équipe précédente pendant la nuit, par exemple. Donc, c'est fondamental de regarder ces mails. Mais ça ne veut pas dire qu'on va démarrer les gros dossiers par traiter ces mails. On va peut-être regarder les mails et ensuite enclencher un gros dossier de travail. Ok. Je ne sais pas si tu as répondu suffisamment. Du coup, David nous demande un seul agenda mixant vie pro et vie privée. C'est ce que vous préconisez? Alors, pour moi, un agenda, on le remplit avec 4 éléments qui sont ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie sociale et ma vie professionnelle. Alors, quand je dis ma vie personnelle, ça veut dire moi et moi tout seul, avec tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Ma vie familiale, c'est mon Brad Pitt ou ma Sharon Stone et tous les juniors qui vont avec. Ma vie sociale, c'est toutes les actions que je mène dans une vie sociétale. Je suis dans un club de sport, je suis dans un club d'activités particulières qui sont liées au cinéma, culturel, peu importe l'activité politique s'il le faut. Ça fait partie de mon activité sociale. Et l'activité professionnelle, c'est celle qui nous nourrit tous les jours et pour laquelle on a un chèque ou un virement et sur laquelle on va concentrer quand même une partie de son énergie. Et globalement, du fait de toutes les interactions que nous avons aujourd'hui dans notre fonctionnement, il est utile que tous ces temps-là soient mélangés parce qu'on ne peut plus les séparer. Dans un même agenda. Ouais, voilà. Et la meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a des rendez-vous personnels en milieu de journée et ça choque pas. En tout cas, ça choque de moins en moins. Mais par contre, on sait qu'on peut travailler autrement. Et on s'est rendu compte avec le télétravail que les Français travaillent énormément. Et ça, c'était génial de ce côté-là. C'est même un danger parce que du coup, il y a des règles inverses à prendre en compte de l'autre côté, à savoir s'arrêter de travailler à la maison plutôt que de travailler tout le temps. Mais autre sujet. Autre sujet, Charlène. Ok. Elodie nous demande, que pensez-vous du bullet journal? Plus créatif que l'agenda traditionnel, non?
Alors, ça, c'est bien si on s'appelle Bridget Jones, mais c'est simplement pour répondre aimablement que je suis assez contre la logique de bullet journal. Je trouve ça très créatif, très joli, mais par rapport à la logique de gestion attendue par les entreprises aujourd'hui, c'est pas tout à fait adapté. Mais pour tous les autres actes de la vie, pourquoi pas? Ok. Marine nous dit, moi j'ai un agenda papier pour les rendez-vous et un Trello pour l'organisation. Et surtout, pour elle, il ne faut pas tout millimétrer. Et elle trouve que ça fonctionne plutôt bien. Ok, c'était plutôt une remarque qu'une question, on va dire. Je voudrais rajouter un point, s'il vous plaît, Charlène, par rapport à ça, c'est que on n'a pas traité aujourd'hui quelque chose qui est lié à l'organisation du travail. On a parlé seulement de gestion du temps. Et je n'ai même pas tout dit encore parce qu'il y a des choses importantes que je n'ai pas dites. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que dans l'organisation, à un moment donné, il faut créer un lieu avec une ossature de son travail. Alors pour certains, ça va être une feuille Excel dans laquelle ils vont noter toutes les activités qui sont les leurs. Et puis quand j'entends parler de Trello, Trello, c'est un bel outil pour pouvoir noter son organisation avec tous les projets et toutes les actions dans chaque projet. Et si c'est pas Trello, il y a d'autres outils qui sont sur la planète qui marchent très très bien. Chacun y trouvera son bonheur dans un sens ou dans l'autre pour arriver à faire ce qu'il doit. Par ailleurs à ça, tous les outils aujourd'hui d'organisation, ce que j'appelle moi des intégrateurs d'organisation, comme Google, comme Lotus Notes, comme Outlook, comme Mozilla, ont tous un gestionnaire de tâches qui permet de centraliser et organiser son travail pour avoir une liste descriptive de toutes les actions à mener. Ça remplace complètement un fonctionnement de to-do list. Pour moi, la to-do list, c'est vraiment la liste à mémé, c'est le passé. Ça ne devrait plus exister aujourd'hui. Par contre, l'organiser avec un gestionnaire de tâches numérique, oui, ça fonctionne très, très bien. Et ça se met en rapport avec l'agenda ensuite, c'est-à-dire le travail que j'ai produit dans ma liste de tâches, qu'elle soit sur Trello ou n'importe quel outil, je peux la transporter à l'intérieur de mon agenda pour réserver le temps nécessaire avec mon agenda. Parce qu'en fait, mon agenda, c'est vraiment le lieu central de mon activité. Alors, je vois que le temps passe, hein, Charlène. Tiens, on pourrait lancer je voudrais parler d'un autre élément, mais on pourrait lancer le deuxième sondage qu'on avait préparé. Pendant le confinement? Oui, s'il vous plaît. Allez, pendant le confinement, je lance le sondage. Dites-nous ce que vous avez fait. Soit vous pouvez cocher plusieurs réponses, hein. J'aurais aimé m'arrêter, mais je n'ai pas pu. J'en ai profité pour rattraper mon retard. Je n'ai rien fait volontairement. J'ai fait des choses que je ne faisais jamais ou je me suis ennuyée. Alors, on vous laisse quelques secondes. Beaucoup sont en train de répondre, de dire que vous avez fait des choses que vous ne faites jamais. Voilà. Allez, encore 2-3 petites secondes. Voilà, vous êtes plus de 80% à avoir répondu. Donc, je ferme le sondage. Alors, les résultats sont vraiment mitigés. Si je fais afficher, partager. Je ne sais pas si vous voyez les résultats, je vous les commente. En tout cas, 34% ont répondu j'aurais aimé m'arrêter, mais je n'ai pas pu. 24% ont répondu j'en ai profité pour rattraper mon retard. Et 37% ont dit j'ai fait des choses que je ne faisais jamais. Et une ou deux personnes ont dit je m'étais ennuyée ou qu'ils n'avaient rien fait volontairement. Ok, super. Et en fait, je voudrais faire le lien de ça avec la logique de plan de journée. Et peut-être qu'on va travailler un peu la conclusion de notre temps sur cette activité-là. Le plan de journée, c'est vraiment le meilleur outil qui puisse exister pour la gestion du temps. C'est-à-dire, c'est l'extraction de mon agenda sur ce sur quoi je m'engage dans ma journée. Je peux avoir noté un certain nombre de choses dans mon agenda au fur et à mesure du temps. Le matin où arrive le 24 juin et je me dis qu'est-ce que j'ai noté dans mon agenda, je vais valider que ce que j'avais noté dans le passé va bien correspondre à ce que je vais vivre aujourd'hui. Et ce qui va faire que vous n'allez plus subir le temps, mais vous allez véritablement maîtriser le temps, en tout cas maîtriser votre temps, c'est simplement que vous allez réaliser votre plan de journée, c'est-à-dire décortiquer votre journée point par point sur toutes les actions que vous allez souhaiter faire. Et que, à la fin de la journée, et j'irais presque à dire, quel que soit le sens dans lequel ça s'est fait, vous pourriez dire, j'ai exactement fait ce que j'avais prévu ce matin. Il y a deux moments pour lesquels on va réaliser son plan de journée. Alors c'est pareil, c'est un peu comme les earlier et les later. Il y a ceux qui préfèrent faire ça le matin en arrivant, et puis il y a ceux qui font ça la veille, juste avant de partir. Petit avantage à ceux qui font ça la veille, pour deux raisons.
La première des raisons, c'est que ça permet de balayer sa journée passée en se disant est-ce que j'ai vraiment bien réalisé ma journée passée? Et la deuxième, c'est que ça permet véritablement d'anticiper ce qui va se passer sur la journée du lendemain. Et entre autres, si le lendemain, je dois me retrouver en formation ou dans un lieu de réunion qui n'est pas le lieu de mon bureau habituel, c'est un peu dommage d'arriver à son bureau, d'allumer son ordinateur et de se dire ah, je ne devrais pas être là. Donc, du coup, ça permet véritablement d'anticiper. Et anticiper, c'est un des mots maîtres de la gestion du temps. Voilà. Alors, il y a plein de règles qu'on pourrait énoncer, mais ce n'est pas pour aujourd'hui, malheureusement. Mais gardez l'idée que faire un plan de journée, faire un plan de votre semaine, c'est véritablement votre meilleur investissement. Et un client un jour me disait, tu sais Bernard, c'est un directeur d'activité dans une grande entreprise, il me disait, je fais une tâche importante par jour. Ça assure mon patron que j'en fais 200 importantes dans l'année. Et en fait, ça revient complètement à cette logique de plan de journée. C'est qu'à partir du moment où vous avez défini la véritable priorité de la journée, vous saurez exactement comment ça va se passer pour la suite. Et ça, c'est assez intéressant. Finalement, je voudrais vous partager 2 phrases pour conclure, outre questions qu'il pourrait y avoir encore. La première des phrases, elle est d'Edgar Morin. Et Edgar Morin dit cette phrase qui me percute tout le temps. Il dit « À force de sacrifier l'essentiel au profit de l'urgence, on en oublie l'urgence de l'essentiel. » Et la deuxième phrase, elle est d'un homme encore plus célèbre qu'Edgar Morin, parce que c'est moi. Elle dit « Ralentissez le temps du quotidien, vous allégerez et vous allongerez le temps de votre futur. » Et en définitive, plutôt que de booster son énergie, aller toujours plus vite et en faire toujours plus, faites juste ce qu'il faut et profitez de la vie dans ce que vous vivez chaque jour. Et la vie vous le rendra. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup Bernard. Alors, pas mal de questions dans le chat. Organiser son temps, son quotidien, c'est un beau sujet de webinaire futur, nous dit Céline. Ok, en effet. Christophe nous dit que le temps avec soi-même, planifier les temps de pause, c'est bien aussi, c'est important et vous l'avez dit Bernard, dans les différents niveaux d'information et dans les différents temps de l'agenda. Je ne sais pas si vous voulez compléter ce point-là. Alors, je dirais, il y a 2 choses. Il y a le fait de tout noter, qui peut devenir une astreinte à en avoir trop d'écrits, mais en tout cas, ça fixe un cadre. Et ça fixe un cadre d'autant plus intéressant si on aime bien avoir un cadre et si dans ce cadre, on fixe aussi des temps pour s'arrêter. Et ça va rejoindre la logique des imprévus dont on parlait tout à l'heure. Ok, j'ai une deuxième personne qui me dit « À quand une conférence sur l'organisation du travail ?» Donc là, on a un vrai sujet à creuser pour une prochaine fois. Merci Christine. Finir une citation par Edgar Morin, c'est la grande classe. Merci Bernard. Voilà. Christine nous dit « Anticiper, le mot magique, mais pas assez souvent mis en pratique. » Ok. J'ai plus de remarques, merci beaucoup, de commentaires, de remarques que de questions. Si vous avez des questions, on a encore 5 minutes, Bernard, on est d'accord hein? On a encore 5 minutes à passer ensemble. Je voulais juste dire un mot, c'est que j'ai essayé de produire un condensé de ce que je fais en 2 ou 3 journées avec des participants en formation. Et du coup, je me suis attaché à quelques messages essentiels. Mais chaque sujet pourrait être largement développé, partagé avec les problématiques et besoins de chacun. Et ça prend toute une autre dimension. Alors après, je parle sur des exemples, des métaphores qui permettent de relier à son quotidien et ça change aussi pas mal de choses. Ok. Est-ce que Bernard, alors Elodie nous demande, avez-vous un modèle visuel de plan de journée à nous partager peut-être? Alors ici, non. Mais ça peut tout à fait se prévoir, mais c'est simple à faire en fait. À partir du moment où à la première heure du matin, vous commencez à noter l'action que vous allez mener, c'est-à-dire peut-être faire votre plan de journée si vous le faites de matin. Vous réservez la première demi-heure pour ça. Même si ça prend qu'un quart d'heure, vous réservez la première demi-heure. Ensuite de ça, vous vous programmez dans la continuité, 1 heure, 1 heure et demie, mais pas trop plus, pour un dossier sur lequel vous allez travailler à fond. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez laisser un petit peu de temps d'imprévu, peut-être une demi-heure, peut-être 1 heure à la suite de ce dossier-là, pour pouvoir assimiler tous les gens qui auraient besoin de vous contacter et que vous pourrez prendre en compte à ce moment-là.
Et vous prendrez un dernier temps avant d'aller déjeuner, qui peut représenter 3/4 d'heure, 1 heure, mais pas tellement plus, pour peut-être à ce moment-là traiter votre courrier, voir un petit peu tous les mails qui sont tombés, ceux sur lesquels vous pouvez répondre, ceux qui enclenchent une action à produire et à programmer. Et ensuite de ça, vous prenez un temps pour déjeuner, et ça fait partie des choses qui se perdent de plus en plus, prendre du temps pour déjeuner. Et quand j'entends prendre du temps pour déjeuner, c'est pas manger un sandwich sur son clavier en mettant des miettes de partout. C'est prendre le temps de prendre une assiette et de changer de rythme. Et puis l'après-midi, vous pouvez réenclencher avec un travail un peu exigeant, mais pas forcément personnellement, parce qu'en début d'après-midi, on n'a pas la même énergie pour relancer, à moins que vous ne soyez impacté vraiment par le sujet, auquel cas vous allez mettre cette énergie-là. Puis encore un temps d'imprévu, histoire de faire une zone tampon avant de réenclencher un deuxième temps pour la suite de la journée. Et globalement, votre journée, votre plan de journée, il se déroule comme ça. Après, l'objectif, c'est le suivre. Ce que j'ai noté, c'est ce que je vais faire. J'espère avoir répondu. Ok, alors je lis en même temps les questions du chat. Alors, première question qui est revenue souvent, où pouvons-nous trouver les informations sur les formations que vous proposez, Bernard, sur les en 2 ou 3 jours? Alors, normalement sur mon site internet, mais c'est un site qui a été hacké et pour lequel je suis un peu en souci pour l'instant. Mais globalement, j'hésite sur la planète lyonnaise. Ma société s'appelle Tangagnant, je suis retrouvable. Tous les gens qui me contacteront, je leur répondrai sans aucun problème. Voilà. Et puis au niveau du formulaire d'évaluation, on vous demandera si vous souhaitez être recontacté par notre intervenant. Et là, il faudra dire oui. Et puis voilà, Bernard reprendra contact avec vous, ce sera le plus simple. Bien volontiers. Ensuite, Slim nous dit 1 heure minimum, repas équilibré et relaxation, respiration, promenade. Voilà, pour lui, c'est important. D'accord. Marie nous dit le fait de planifier et détailler les tâches à réaliser a un côté stressant et qui peut démotiver. Comment dépasser cela? Confère les merdouilles qui nous détournent des choses que l'on a du mal à traiter. En fait, c'est tout le travail sur lequel je suis passé très vite tout à l'heure, mais c'est de se dire que passer d'un agenda vide à un agenda plein, c'est très anxiogène en soi. Parce qu'on se dit, oulala, avant j'avais plein de liberté, et puis du coup maintenant j'ai plus de liberté, mon agenda est plein. La différence, c'est qu'avant j'avais plein de liberté par croyance avec mon agenda vide, alors que j'avais ma tête qui était complètement prise par tout ce que j'avais à faire. Et le fait d'écrire les choses normalement fait tomber cette anxiété, fait tomber le stress. Et on enlève beaucoup d'éléments du stress par le fait de s'organiser. Alors, ce ne sont pas les seuls ressorts, mais au moins on peut déjà commencer par là. Ok. Quelles astuces, une question d'Élodie. Quelles astuces nous partager pour gérer les imprévus et la visite de personnes dans son bureau? Faut-il leur demander de revenir à l'horaire d'imprévu, qui est donc prévu dans l'agenda? C'est souvent difficile de gérer quand on est en open space, par exemple, ou quand on est dans une entreprise où les portes sont ouvertes, on peut recevoir du public, les commerciaux qui viennent à tout moment. Et voilà, j'ai pas mal de questions comme ça. Alors, autour de ça, pour faire une réponse, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les flex office, avec les open space, tout le monde est dérangeable partout, tout le temps, ce qui est une hérésie en fait dans le fonctionnement du travail. Et je ne veux pas dire que le fonctionnement dans un bureau seul était la panacée, mais en tout cas, il faut remettre en place des règles de vie ensemble. Ça, c'est un des points aussi importants de la gestion du temps. Après, sur la logique de réponse à l'imprévu, je dirais simplement que si vous êtes programmé de l'imprévu et selon le travail que vous produisez, à l'instant où vous êtes dérangé, vous avez le choix de dire je suis dérangeable ou je ne suis pas dérangeable. Et vous ne laissez pas la personne vous dire de quoi elle a besoin au moment où vous lui dites je ne suis pas dérangeable. Vous l'invitez à revenir un temps plus tard. Et puis, si vous êtes dérangeable, eh ben, prenez le temps de vous laisser déranger. Faites en sorte que ça ne prenne pas trop de temps dans la durée parce que vous avez quand même des objectifs à atteindre pour votre journée. Et à ce moment-là, le taux d'imprévu que vous aviez prévu après la tâche en question, eh ben, il va simplement vous servir à faire amortisseur sur le temps entre-temps que vous avez consacré à une personne pour parler d'un sujet, d'un autre ou d'une bonne histoire ou même des fois partager un café. Voilà. Ok. David nous dit qu'en effet, le télétravail a permis de diminuer ces imprévus. Du coup, la journée de travail est souvent bien plus efficace. Je partage complètement ce commentaire. Qu'est-ce que je vous dis d'autre? Il est très important. Slim nous dit 2 choses. Donc, le temps culturel pour les dirigeants internationaux, c'est important aussi de prévoir peut-être du temps culturel pour se former. Voilà. Et puis, il est important aussi, selon Slim, d'avoir un agenda annuel, trimestriel, etc. Ça donne de l'efficience au plan de la journée.
Enfin, c'est Oui, une question. alors là, on est après dans la programmation dans le temps, c'est-à-dire qu'en Mm. fait, on va parler du matelas d'activité. Si chacun de vous prenez le temps de planifier tout ce que vous avez à faire, vous allez vous rendre compte que vous avez deux outils en main. Le premier, c'est la matrice, c'est-à-dire tous les exercices imposés dans l'entreprise, vous allez les organiser dans le temps. Et ça va déjà prendre du temps, ça va réduire les 100% que vous aviez disponibles au départ. Et au-delà de la matrice, vous allez compléter avec ce que j'appelle moi le matelas. Et le matelas, il est fait de tous les rendez-vous avec vous-même que vous allez vous organiser dans votre agenda, plus les temps d'imprévus liés à tout le travail que vous avez à produire. Et si vous commencez à déjauger tout ce que vous avez dans la tête, vider toutes les lignes qui sont marquées sur allez, des post-it, parce qu'il y en a certains qui s'organisent avec des post-it. Si vous commencez à vider toutes les lignes qui sont notées sur vos to-do list, ce que j'appelais les listes à mémer tout à l'heure, si vous commencez à planifier les tâches qui sont dans vos Trello et autres outils qui servent aux tâches, vous allez vous rendre compte que votre matelas d'activité va se prendre en lien pour plusieurs semaines, voire quelques mois dans certaines activités. Et c'est normal. Et c'est en ça que la technique du dentiste va devenir extrêmement intéressante pour la suite, parce que ça va vous permettre de valider des choses qui sont plus importantes à plus court terme, en sachant que vous avez déjà programmé largement plus tard. Mais si vous me demandez une date pour le 10 octobre, par exemple, et que j'ai déjà quelque chose le 10 octobre, j'ai le choix de vous dire je peux ou je ne peux pas. J'ai le choix de modifier ou de ne pas modifier. J'ai le choix d'accepter votre rendez-vous parce qu'il est plus important et de dire ce que j'avais prévu le 10 octobre à la place, eh bien, je vais le décaler à un autre moment. Tout est lié à ça. Ok. Très bien, merci beaucoup Bernard. C'était très intéressant. Je suis ravie que nous ayons pu enfin faire ce webinaire. C'était très chouette. Merci beaucoup. Nous espérons que ça vous a plu. Je vais vous demander 2 petites minutes d'attention, tout simplement, pour prendre le temps, comme d'habitude, de répondre à notre questionnaire d'évaluation qui va s'ouvrir automatiquement à la fin de ce webinaire. Je vous rappelle, c'est super important pour nous de savoir si ce que l'on fait vous plaît et voilà, si vous voulez être recontacté par la CCI ou par notre intervenant, faites-nous le savoir également. De mon côté, je vous donne rendez-vous pour des prochains webinaires. Lundi 29 juin à 13h30, s'inspirer sur Internet pour innover. Autre rendez-vous, mardi 30 juin, il y aura deux webinaires. Un premier le matin, un webinaire grand format de 10h à 12h sur le monde d'après pour l'innovation. Et puis, un rendez-vous de 13h30 autour de la commande publique, véritable levier de croissance pour votre entreprise. Voilà, je vous ai tout dit. Merci à tous ceux qui nous disent merci dans le chat. Voilà, j'ai des très bons retours. Bernard, les gens nous disent que c'était très bien, très intéressant. Merci à vous, merci à tous. Merci Bernard Glop. Merci beaucoup, Charlène. À Bon bientôt. après-midi, à bientôt. Au revoir. Au revoir.